Et c'est Thomas Koster qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis pour Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Le sujet et le débat sur l'inflation qui reste évidemment un des sujets à la une, sujet de préoccupation majeur, on va le dire comme ça, pour les investisseurs et les marchés en ce moment, avec à la fois la publication du CPI américain, c'était avant-hier, donc l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin qui ressort à 5,4% sur un an pour le chiffre global, et puis le témoignage semi-annuel de Jérôme Powell qui a été assailli de questions évidemment au sujet de l'inflation par les représentants, l'une des commissions de la Chambre des représentants devant laquelle il s'exprimait hier. Je retiens cette petite phrase de Jérôme Powell qui résume d'ailleurs l'idée que, en tout cas au sein du board de la Fed, il n'y a pas de changement de fond dans l'analyse que Jérôme Powell fait de l'inflation. À moins de penser qu'il y aura une pénurie pendant des années de voitures d'occasion aux États-Unis, il faut toujours considérer le phénomène d'inflation comme transitoire. Est-ce que c'est aussi simple que ça, toujours, Thomas ? Oui, alors nous tous, les économistes, on décompose ces fameuses statistiques d'inflation depuis la sortie du rapport mardi dernier. Et en effet, on a quand même un sentiment qu'on a en fait, il y a peu d'éléments qui ont tiré à la hausse l'inflation aux États-Unis, en particulier deux thèmes principaux. Il y a un thème de réouverture dans les services, c'est-à-dire qu'on a finalement beaucoup de consommation dans les services, donc dans les voyages, dans les hôtels, et ça fait monter ces catégories-là. Et après, il y a le deuxième thème qui est l'histoire des goulets d'étranglement dans les chaînes manufacturières et en particulier qui se voit dans les voitures. Parce qu'il y a non seulement ce problème des voitures d'occasion, mais maintenant on peut se poser la question aussi des voitures neuves, parce qu'il y a plus, on pourrait dire qu'il n'y a même plus de voitures neuves sur le marché aux États-Unis à cause de la pénurie des semi-conducteurs, et ça c'est une pénurie qui risque quand même de durer pour certains mois, surtout quand on sait ce qui se passe au niveau mondial, au niveau des semi-conducteurs. Donc on a une inflation persistante certes, mais voilà, avec des goulets d'étranglement qui vont quand même perdurer et qui pourraient du coup durablement maintenir l'inflation élevée à court terme. Maintenant, il y a un deuxième thème qui va se mettre en place au-dessus de ça, c'est tout simplement la reprise cyclique. La reprise cyclique par nature a tendance à doper l'inflation, avec en général un lag d'environ un an. Donc vous voyez, il y a ces deux effets-là qui vont se nourrir et qui vont faire que l'inflation risque d'être supérieure à 2% quand même, j'ai envie de dire, pour les 2 prochaines années. Et voilà. Alors maintenant, la Fed, à mon avis, va continuer à ignorer cette inflation plus élevée. Ça ne va pas forcément la pousser à accélérer les hausses de taux d'intérêt, même si à court terme, c'est une pression supplémentaire pour réduire notamment les achats d'actifs qui avaient été mis en place l'an dernier au pic de la pandémie. Est-ce que ça devient un sujet pour la croissance américaine, en l'occurrence, Thomas ? Est-ce qu'à un moment, la montée des prix, même si peut-être le phénomène reste transitoire, mais du transitoire qui dure, est-ce qu'à un moment, ça peut casser la demande ? Ou est-ce qu'on n'en est pas là encore aujourd'hui ? Oui, alors il y a deux choses. Il y a vraiment l'augmentation du prix des matières premières. Donc évidemment, ça affecte les marges des entreprises, même si les entreprises ont tendance à aussi faire passer les hausses de prix sur les consommateurs. Deuxième chose, et je pense que ça c'est un peu plus important, c'est l'histoire du manque de personnel aux États-Unis. Et notamment, on a une enquête assez intéressante de la Fed d'Atlanta qui est tombée cette semaine, qui montre que le manque de personnel dans beaucoup d'industries, notamment dans les services, crée en fait des manques à gagner en termes de chiffre d'affaires. Un manque à gagner qui, d'après cette enquête de la Fed d'Atlanta, équivaut à environ 2,5% du chiffre d'affaires qui est en manque à gagner à cause du manque de personnel. Et donc ça, c'est un thème qui risque de continuer à alimenter, à mon avis, ce thème de manque de personnel, pression sur les salaires, et les entreprises sont affectées. Alors même si ça reste à la marge, puisque j'ai envie de dire, la big picture reste qu'on a quand même une reprise qui est très forte aux États-Unis, mais voilà, ça crée ses propres goulets d'étranglement dans l'économie. Est-ce qu'on va commencer à voir concrètement une inflation qui décélère aux États-Unis, Thomas ? Là, on a 3 mois quand même de gros chiffres, de chiffres supérieurs aux attentes qui surprennent à la hausse depuis le mois d'avril, mai, juin dans la foulée. Est-ce qu'on peut imaginer quand même que quand on regarde certaines composantes de prix, et notamment les prix qui tirent le plus à la hausse les indicateurs d'inflation aujourd'hui, est-ce qu'on a des indicateurs avancés de décélération de ces prix ? Tout à fait. Donc, en effet, on a atteint le pic, à mon avis, en glissement annuel. Donc maintenant, la question, c'est
Une fois que ces effets temporaires sur les voitures notamment vont s'estomper, et en effet les indicateurs avancés montrent que le prix des voitures d'occasion est déjà en train de baisser, donc on devrait le voir cet été. Mais une fois que cela va s'estomper, à quelle vitesse le glissement annuel va commencer à descendre? Et en fait, on va être sur un rythme globalement assez lent de décrue de l'inflation aux États-Unis pour les raisons que j'ai mentionnées. Notamment, on a quand même la reprise cyclique qui, elle, va commencer à se manifester, notamment sur le prix des services. Voilà, donc deux choses à surveiller. Dorénavant, je pense quand même le prix des nouvelles voitures et pas des voitures d'occasion. Et deuxième chose, les loyers. On pourrait aussi avoir un peu plus de loyers qui commencent à se raffermir dans les prochains mois. Donc, bref, conclusion, un pic, oui, qui a été atteint, une décrue, mais une décrue qui restera assez lente, mais qui ne devrait pas pour autant désarçonner la réserve fédérale. Bon, alors Jérôme Powell a répondu à beaucoup de questions autour de l'inflation. Il a été aussi beaucoup interrogé alors, sur des questions de politique budgétaire, de fiscal policy, comme on dit aux États-Unis, alors sur lesquelles il botte en touche à chaque fois. C'est pas de mon ressort de m'impliquer dans ces débats et dans ces discussions budgétaires. Néanmoins, on sentait quand même hier parmi les représentants qui interrogeaient Jérôme Powell, et ce sera sans doute pareil tout à l'heure au Sénat, beaucoup de questions sur le besoin, l'ampleur, la nature du programme d'investissement qui est toujours en discussion en ce moment entre le Congrès et la Maison-Blanche, pour dire les choses simplement. Qu'est-ce qu'on peut imaginer à ce stade sur le plan justement d'infrastructures aux États-Unis? Comment est-ce que les débats avancent? Est-ce qu'on a déjà pris acte, le marché, les investisseurs ont-ils déjà pris acte que l'ampleur du stimulus budgétaire à venir serait peut-être moins important, beaucoup moins important que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques mois? Alors pour revenir au sujet de l'inflation, en fait, l'inflation est un sujet politique maintenant aux États-Unis et c'est une vraie chaussure dans le pied pour Joe Biden, pour le président américain, qui doit faire passer ses gros plans de soutien à l'économie, ses gros plans structurels. Là, cette inflation très élevée arrive à un très mauvais moment. Et ça, c'est assez problématique, puisque même dans son camp, il y a des doutes quant aux effets potentiellement inflationnistes de autant d'ajouts budgétaires dans l'économie. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et on voit qu'en effet, les plans de Joe Biden ont du mal à passer au Congrès. Alors cette semaine, en termes d'actualité, comme on le sait, il y a eu un accord entre le leadership au sein du Parti démocrate sur un plan budgétaire décennal à 3500 milliards de dollars. Donc ça a été fait cette semaine. Maintenant, le passage au Congrès, qui vraisemblablement risque d'être plutôt au mois de septembre et octobre, risque d'être quand même compliqué. Je rappelle que même au sein du camp démocrate, il y a encore des incertitudes sur est-ce qu'il faut vraiment encore ajouter du budgétaire à l'économie alors que la croissance se porte bien. Et deuxième chose, comment on finance ces plans? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un peu un changement de dogme même au sein du Parti démocrate, puisque les 3500 milliards de dollars seraient purement financés par de l'impôt avec pas de nouveau déficit. Donc là, il y a un peu un changement. On avait au début du mandat le président Biden qui y allait très fort sur le déficit pour financer les nouveaux plans pour les plans de soutien. On était donc très fortement dépendant du déficit budgétaire. Là, on a un peu un changement de paradigme. On revient à quelque part à un policy making plus classique où on va chercher à équilibrer les dépenses et les recettes. Donc voilà, aussi pour l'économie, ça veut dire si on cherche aussi des nouvelles rentrées fiscales, c'est qu'on va pousser l'économie d'un côté, mais de l'autre, on va aussi risquer de la freiner. Et donc, en effet, c'est des plans qui seront beaucoup plus mitigés en termes d'impact net pour la croissance économique américaine. Merci beaucoup, Thomas. Merci pour vos remarques, votre éclairage hebdomadaire sur les enjeux américains. Thomas Kosterg avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior chez Pictet Wealth Management.